Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Et si je vous dis que les Sixers viennent peut-être de lancer le run que l'on n'a plus vu à Philadelphie depuis 25 ans, vous y croyez ou pas? Cette vidéo-là, si vous me connaissez un peu, vous vous doutez, j'avais beaucoup trop envie de la faire. Du coup, pas de sondage Insta aujourd'hui, juste un petit sujet coup de cœur parce que Philadelphie qui sort Boston dans ce contexte-là, il fallait que j'en parle. Voyez ça comme un petit kiff perso, une vidéo en plus, en bonus, même si ça me rajoute du travail à un moment où j'ai pas forcément de temps en plus. Mais ouais, j'avais envie, et ça empêche pas que vous continuiez à aller voter sur Instagram, parce que justement, en ce moment, il y a un sondage en cours pour choisir le sujet de la prochaine vidéo. Alors si tu me suis pas encore sur Insta, et que t'es pas encore abonné ici, fais-le maintenant, parce que ça, je le promets, on va vivre une fin de saison très lourde ensemble. Et c'est pas parce que c'est une vidéo en plus ou bonus que je vais pas faire ça sérieusement et pousser le délire jusqu'au bout, bien au contraire. Parce que ouais, là on a un vrai truc qui s'est passé en NBA. Philadelphie vient de briser la malédiction Boston, enfin, et derrière, la conférence Est s'ouvre complètement. Donc maintenant la question elle est simple, est-ce que c'est juste une belle série pour les Sixers ou bien le début d'un super run? Pour répondre à ça, on va parler rivalité, déclic, on va parler aussi du trio Embiid, Maxey, George, et bien sûr du piège Knicks, parce que ce deuxième tour, sans mentir et sans vouloir manquer de respect aux autres teams, ça ressemble déjà à une finale de conférence avant l'heure. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à voir, il y a énormément de matière qui va arriver pour débattre, donc installez-vous bien, nous on lance ça tout de suite. Déjà pour commencer, faut bien capter un truc. Philadelphie n'a pas juste gagné une série, non, les Sixers ont brisé une malédiction qui traînait au-dessus d'eux depuis des décennies maintenant. Philadelphie n'avait plus sorti Boston en playoff depuis 1982. Il y a 44 ans, même moi j'étais pas né. Et là, ils le font et pas n'importe comment. Menés 3-1 à la base, puis Game 7 à Boston, tout le poids de l'histoire sur le dos et ils gagnent 109-100. En tenant jusqu'au bout. Première remontée 3-1 de leur histoire. Un truc super rare en NBA. Là, on n'est pas juste sur une victoire sympa, on est sur un petit moment d'histoire mine de rien pour la fanbase de Philly. Et le truc qui fait plaisir, c'est que pour une fois, quand le match décisif s'est tendu, ce ne sont pas les Sixers qui ont craqué. Ouais, d'habitude, le scénario, on le connaît. Boston revient au score, Philly tremble, gâche des ballons, et à la fin, ça tourne mal, et ça a failli refaire la même. Les Celtics étaient à moins 18, ils recollent, la pression monte, sauf que cette fois, non. Embiid reste debout, Maxey attaque le cercle, tout le monde défend, tout le monde serre les dents, et bim, Philly n'a pas juste battu Boston, ils ont battu leur vieux démon. Là, ça peut être un vrai tournant pour la suite, parce que j'ai l'impression que tout le monde, émotionnellement, a vécu un truc fort. Embiid revient d'une opération de l'appendicite et met plus de 30 points dans ce fameux Game 7. Maxey joue comme un patron, pas comme un lieutenant, et même les seconds couteaux répondent. Bien sûr, Boston est diminué, Tatum n'est pas là, mais fallait quand même le gagner ce match-là, dans ce contexte-là, et Philly l'a fait. Franchement, j'ai l'impression que ça peut complètement changer la façon dont on peut voir cette équipe sur la suite de ses playoffs. Parce que pendant des années, les Sixers, c'était souvent la même chose. Du talent, de l'espoir, mais des scénarios cruels, des blessures, des Game 7 complètement ratés. Là, ils viennent de s'offrir une vraie libération. Ils n'ont pas gagné un titre, ils n'ont pas encore accompli grand-chose, mais pour une fois, ils ont repris le contrôle de leur propre histoire, et mine de rien, c'est déjà pas mal. Parce que quand on parle de la rivalité Sixers-Celtics, faut être honnête, il y a quand même une équipe qui domine vraiment l'autre. Oui, c'est mythique, c'est même la confrontation la plus jouée de l'histoire des playoffs NBA, mais récemment, c'était surtout Boston qui distribuait les claques, et ça remonte pas à hier. Wilt contre Russell, Dr. J contre Bird, et souvent, à la fin, c'est Boston qui gagne. Le Havlicek Stole the Ball, l'action légendaire de 1965, du côté de la ville de l'amour fraternel, c'est un méga traumatisme pour les fans qui s'en rappellent encore. Et ça, ce côté loser, c'est resté dans leur ADN pendant des années. Alors oui, Philly a eu ses moments. En 1967, ils explosent Boston et mettent fin à la dynastie. Début des années 80, Dr. J contre Bird, c'est une guerre totale. En 1982, Andrew Toney devient le Boston Strangler, et les Sixers gagnent un Game 7 à Boston. Tiens, sauf qu'après ça, rideau. 1982, c'était le dernier vrai moment heureux. Après ça, plus on avance, plus ça devient un rituel. 2012, 2018, 2020, 2023, Philly y croit toujours, mais Boston passe, toujours. On appelle ça une rivalité, mais avec le recul, c'est peut-être pas une rivalité, c'est toujours les mêmes qui gagnent à chaque fois.
Pour Philadelphie, Boston, ce n'était même plus un rival, j'ai l'impression que c'était surtout devenu un complexe. Je pense d'ailleurs que c'est en 2023 qu'on a vraiment atteint le sommet de tout ça. Philly mène 3-2, peut finir à la maison et s'écroule. Game 6 raté, Game 7 humiliant, Tatum qui plante plus de 50 pions. Donc quand 2026 arrive, tout revient, les souvenirs, les occasions ratées et surtout toutes ces fois où Boston a fermé la porte des playoffs à cette franchise. Avant même le début de la série, tu pars avec un désavantage moral quand t'es un joueur des Sixers, et pourtant, cette année, c'est bien eux qui ont fermé la porte aux Celtics. C'est ça qui est fort, ils ont réussi à vaincre la malédiction dans la difficulté, en se soudant tous au meilleur moment. Renverser un 3-1 et prendre un Game 7 à Boston comme en 82, quand on connaît l'histoire, ça demande une sacrée force collective, ça demande beaucoup de cœur. Les Sixers ont réussi à rejouer toute l'histoire, mais à l'envers cette fois-ci. Et pour une fois, c'est pas eux qui subissent, c'est eux qui ont survécu à la pression, à l'histoire, au contexte. Et clairement, je pense que ça peut représenter un nouveau point de départ pour cette franchise. Comme si remporter cette série pouvait être un signe, un symbole qui ensuite pouvait faire basculer tout le reste. Et même si émotionnellement c'est fort tout ça et que j'ai envie de continuer d'en parler, je pense que ça peut être aussi intéressant de voir comment concrètement sur le terrain les Sixers l'ont remporté cette série. Et clairement, qu'on le veuille ou non, tout commence par le retour de Embiid. Même diminué, même revenu en cours de route, sa présence change tout. Avant lui, les Sixers survivaient, couraient, s'accrochaient avec Maxey, mais Boston gardait quand même la main. Avec Embiid, les Celtics ont dû protéger la raquette, gérer les prises à deux, éviter les fautes. Philly n'a pas juste récupéré son meilleur joueur, Philly a récupéré son centre de gravité. Et dans une série de playoffs aussi accrochée, ce retour c'est juste immense. Sur la totalité des 4 matchs qu'il joue, Embiid met plus de 110 points, prend près de 50 rebonds et distribue près de 30 passes. Tout n'est pas parfait, il fatigue vite, sa forme n'est pas optimale, il force parfois, il n'a pas sa mobilité habituelle, mais il impose un problème que Boston ne règle jamais. Quand ils aident sur lui, il ressort le ballon. Quand il ne double pas les Celtics, Embiid les attaque. Et avec lui, Maxey peut davantage respirer. Et justement, Tyrese Maxey sur cette série, faut qu'on en parle aussi. Parce que face aux Celtics, Maxey, ça a pas été juste le petit meneur rapide à côté de Joel. Il est clairement l'autre patron de cette équipe. Game 7, 30 points, plus de 10 rebonds, 7 passes, et surtout des paniers qui calment tout le monde quand Boston revient à une possession. Embiid donne de la puissance, Maxey donne de la vitesse. Embiid attire les défenses, Maxey attaque les espaces. Ensemble, ils ont rendu les choix de Boston impossibles. Et c'est quand les Sixers ont commencé à jouer comme ça que la série a complètement échappé à Boston. Surtout qu'après, faut rendre à César ce qui appartient à César, derrière le duo, on a eu un très bon Paul George également. Je dis pas qu'il sort une série parfaite, mais il apporte ce que Philly attendait, une vraie star complémentaire. Son Game 6 à plus de 20 points est capital, même malade dans le match décisif, il joue plus de 40 minutes, il défend, il met quelques tirs importants, il stabilise certaines possessions. Il est pas toujours spectaculaire, mais il est hyper précieux pour éviter à Embiid et Maxey de tout porter tout seul. Et pareil, qu'on apprécie Paul George ou non, cet apport pour les Sixers, il est super important, il change beaucoup de choses. Vraiment, pour remporter cette série, Philadelphie a pu s'appuyer sur tout le monde, sur tout son collectif, tout le monde y a mis du cœur et c'est super agréable. Parce que même derrière le trio, on a vu de belles choses. VJ Edgecombe met plus de 20 points dans son premier Game 7 NBA à Boston, sans trembler, en tant que rookie. Quentin Grimes donne de l'espace avec son tir, et punit les aides trop agressives. Oubre apporte son énergie, son physique, ses séquences pas toujours propres, mais utiles. Et ça compte, parce que Boston gagnait souvent grâce à ce genre de joueurs-là par le passé. Mais à ce petit jeu, cette fois-ci, ce sont les Sixers qui s'en sont le mieux sortis. Après, faut être honnête, bien sûr, Boston n'était pas au complet pour ce match 7, et ça ne les a pas aidés. Tatum absent au Game 7, ça change forcément la lecture. On parle du premier créateur des Celtics, du gars qui peut sauver une possession mal embarquée. Donc non, Philly n'a pas battu la meilleure version possible de Boston. Mais Boston menait quand même 3-1. Boston a eu plusieurs occasions de se qualifier. Et mine de rien, les Sixers eux aussi arrivaient cabossés, avec Embiid tout juste opéré, Paul George malade et un Maxey très sollicité. Donc ouais, l'absence de Tatum, bien sûr, faut en parler, mais ça ne change rien à l'analyse finale, et ça ne change rien non plus au résultat, c'est fait. Et là-dessus, clairement, j'ai l'impression que si les Sixers peuvent se féliciter de quelque chose, c'est de leur défense. Sur les 3 derniers matchs, Boston shoot sous les 42% au tir et sous les 30% à 3 points. Philly ne gagne pas juste parce qu'Embiid revient, ils gagnent parce qu'ils tiennent, force des tirs compliqués, ne donnent pas le match quand la pression revient. Pour une équipe qu'on a souvent vu exploser dans ces moments-là, c'est peut-être le vrai signal qui laisse penser qu'on assiste peut-être enfin à un virage. C'est vrai, et le roster a souvent été bâti comme ça, il y a beaucoup de star power dans cette team, beaucoup de gros noms, mais cette fois-ci, ce qui a fait la différence, c'est l'équipe, le cœur, le collectif. Et justement, c'est là qu'on en arrive au vrai sujet, et en fait, les Sixers, c'est quoi cette équipe? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Qu'est-ce qu'on peut espérer de leur part? Mais déjà, sur le papier, c'est un seed numéro 7. 45 victoires, une saison bordélique, des absences partout. Mais quand Embiid, Maxey et Paul George sont là et en forme, cette team ne ressemble plus du tout à une équipe de bas de tableau. Le classement raconte surtout les blessures. Le terrain, lui, notamment en play-off, raconte une toute autre histoire. Donc ouais, même si Philadelphie a dû passer par le play-in, cette équipe, quand elle est au complet, n'a rien d'un seed 7 habituel.
Embiid, même après une saison hachée et son opération de l'appendicite, reste le joueur qui change toute la géométrie de l'équipe. Face à lui, tu ne défends plus pareil, tu protèges la raquette, tu gères les fautes, tu surveilles les shooters. Contre Boston, il tourne quand même à près de 30 points, près de 10 rebonds et plus de 5 passes. Pas en pleine forme, hein, en revenant tout juste de l'hôpital. Et pourtant, son impact reste massif. Mais le gros problème, vous le connaissez, c'est qu'avec Embiid, on peut jamais vraiment être sûr de rien. J'ai rarement vu un joueur avec autant de points d'interrogation au-dessus de la tête, autant de si. S'il tient physiquement, s'il récupère, si son genou ne recommence pas à inquiéter tout le monde. Dans la dernière minute du Game 7, Maxi lui tombe dans les jambes et Embiid finit en boitant. Il reste sur le terrain, donc c'est rassurant, mais visuellement c'est pas anodin. Quand tu sors déjà d'une opération avec un historique médical long comme un ticket de caisse, chaque contact devient effrayant. C'est cruel, mais c'est la vérité, les rêves des Sixers dépendent énormément de la santé de son corps. À côté de ça, Maxi est peut-être la partie la plus stable du projet. Lui, il avance, il joue beaucoup, attaque, crée, garde cette vitesse qui empêche l'attaque de devenir trop lourde autour de Joel. Contre Boston, il est à près de 30 points, plus de 5 passes, plus de 40 minutes par soir, et surtout, c'est lui qui prend ses responsabilités quand ça devient chaud. En fait, Maxi est juste devenu un joueur de play-off, un mec sur qui on peut réellement compter. Puis Paul George, c'est la pièce qui rend ce plafond crédible. Il n'a plus besoin d'être le patron absolu, il doit être ce troisième talent capable de mettre 20 points, de défendre le périmètre, de punir les aides et de créer quand l'attaque patauge. Il n'est plus forcément aussi sexy qu'avant dans son jeu, mais c'est pas grave, il est devenu précieux. Et je trouve que c'est exactement ce genre de profils qui connaissent leur rôle, qui veulent bien faire, qui sont soudés et qui jouent pour l'équipe, qui ont peut-être bien manqué autour d'Embiid par le passé. Le souci, c'est que George aussi, physiquement, c'est pas une valeur sûre. Il a 36 ans, il a connu de graves blessures dans sa carrière et il peut aussi parfois avoir les jambes lourdes. Mais au final, sa suspension de 25 matchs, c'est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée, même si c'est paradoxal. Parce qu'à son retour, on a vu un nouveau Paul George, un Paul George reposé, et ça, franchement, ça fait la diff. Maintenant, faut en être conscient, dans cette équipe, le talent est réel, mais la fragilité l'est tout autant. Voilà pourquoi Philadelphie fait peur, mais voilà pourquoi aussi Philadelphie ne peut pas vraiment totalement rassurer tout le monde. Parce qu'au fond, la question, c'est pas est-ce qu'ils ont assez de talent, oui, ils l'ont. La vraie question, c'est est-ce que Nick Nurse va pouvoir compter sur un roster complet assez longtemps. Si ces trois joueurs principaux sont là, les Sixers peuvent poser des problèmes à n'importe qui dans la conférence Est. Si Embiid perd en mobilité, si George manque de jus, si Maxi doit tout faire tout seul, tout deviendra d'un coup bien plus compliqué. Le plafond est haut, j'en suis certain, mais faut pas non plus oublier que le plancher peut tout d'un coup soudainement s'écrouler sous leurs pieds. Et c'est pour ça que maintenant il est temps de parler de la prochaine étape pour les Sixers, New York, du solide. Là-dessus, on va pas se mentir, les Knicks sont favoris. Plus de 50 victoires, 3ème à l'Est, l'avantage du terrain, plus de repos, plus de continuité. Après leur creux de janvier, ils ont remis la machine en route avec quasiment 30 victoires sur leurs 40 derniers matchs. C'est pas juste une équipe mieux classée, c'est une vraie équipe de play-off extrêmement bien construite, avec des qualités à plein d'endroits. Et en plus, malgré des débuts avec quelques doutes, là je trouve qu'ils arrivent super bien lancés. Oui, contre Atlanta, New York n'a pas tout maîtrisé dès le début, mais ils ont fini très fort. Le match 6, c'est une boucherie, plus de 50 points d'écart, 140 points marqués, Anunoby proche des 30 pions, Bridges ultra propre, Towns en triple-double. Et là, ça envoie un message. Les Knicks, c'est pas juste Brunson qui dribble 20 secondes et fait tout seul en ISO. Non, clairement, ils ont plusieurs façons de faire mal. Maintenant, malgré ça, ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit, bien sûr, le patron, ça reste Jalen Brunson. C'est lui qui donne le rythme, qui calme les possessions mal embarquées, qui obtient un tir correct quand l'attaque piétine. Il joue avec son corps, avec les angles, avec les fautes. Il n'est pas le joueur le plus spectaculaire, mais à défendre, c'est infernal. Surtout que derrière lui, Towns a trouvé un vrai rôle de soutien au poste haut. Quand il touche le ballon loin du cercle, il peut passer, shooter, attaquer. Ça rend New York moins prévisible, et donc bien plus difficile à défendre. Ça peut être un vrai problème pour Philadelphie au second tour. Heureusement, à New York non plus, tout n'est pas parfaitement rose. Parce qu'on a compris ça sur le début de la vidéo, les Sixers également peuvent être très chiants à affronter. Kat peut faire sortir Embiid de la raquette, oui, mais défensivement par contre, il peut vite prendre des fautes, et ça peut faire mal. Mitchell Robinson peut prendre le relais, aller au contact, dominer au rebond, protéger le cercle, sauf qu'avec lui, le spacing est moins flagrant, l'attaque moins fluide. Les Knicks sont des options, mais chaque option a son prix. Et si face à eux Embiid est en forme, Mike Brown devra faire en sorte de bien choisir son poison à chaque situation qui va se présenter face à lui. Surtout que le secteur intérieur c'est pas la seule clé, sur les lignes arrière c'est la même chose, on va avoir un vrai combat, une vraie guerre. Parce que les Knicks ont des défenseurs, Bridges, Hart, Anunoby, mais Maxi c'est un casse-tête. Pour moi actuellement il est peut-être tout simplement le joueur le plus rapide de la NBA. Il va à 100 à l'heure, il attaque tôt, il met la pression sur chaque écran. Et New York a parfois eu du mal face à ce type de petit arrière explosif. Si en plus à côté Edgecomb ajoute aussi de la vitesse et de l'agressivité en transition, ça pourrait devenir compliqué. Tu peux te focus sur Maxi, ok, mais si VJ te punit derrière, ton plan peut vite tomber à l'eau.
C'est peut-être là-dessus, je pense que Philadelphie peut aller chercher quelque chose et tenter de gratter quelques wins. Sur la saison régulière, les deux teams ont fait 2 partout, et quand Maxey et Edgecombe ont mis de la vitesse, New York n'a pas toujours été à l'aise. Attention, la saison raconte souvent une histoire bien différente des playoffs, mais ça donne quand même une piste. Philly peut embêter les Knicks en accélérant avant que la défense soit installée. Il va juste falloir que Nick Nurse trouve le bon équilibre entre jeu très rapide et jeu au poste avec un Embiid qui lui peut ralentir le ballon. C'est pour ça qu'à ce jour, si je fais le comparatif, je trouve évidemment que les New-Yorkais sont plus rassurants. Ils sont plus profonds, plus reposés, plus réguliers. Anunoby fait un travail monstrueux sans réclamer la balle. Bridges doit confirmer, mais son Game 6 peut le relancer. Hart apporte du chaos hyper utile pour l'équipe. Robinson des rebonds, Towns du talent, Brunson du calme et du leadership. C'est plus complet à New York, c'est clair, mais plus complet, ça ne veut pas forcément non plus dire intouchable. En gros oui, les Knicks sont favoris, mais les Sixers restent très dangereux s'ils confirment ce qu'ils ont montré au premier tour. C'est pour ça que pour moi cette série peut se jouer sur quelques duels très concrets. Le premier, c'est Embiid contre les intérieurs new-yorkais évidemment. Kat peut l'éloigner du cercle, jouer en relais, shooter, faire vivre le ballon, mais défendre Embiid c'est donné à personne. Poste bas, feinte, contact, lancer franc, si Towns prend 2 fautes rapides, tout le plan de New York peut commencer à trembler. C'est pour ça, évidemment, que Mitchell Robinson sera super important lui aussi dans cette série. Robinson, c'est probablement le meilleur corps à mettre sur Embiid. Plus physique que Kat, meilleur au rebond, plus dissuasif près du cercle, mais il doit rester sur le terrain. Pas de faute bête, pas de nervosité, de la concentration. Si New York doit bricoler à l'intérieur, les Sixers peuvent vraiment se régaler dans la peinture. Et ce duel dans la raquette, ça va être génial à observer. Ça va être un combat de rebonds, de fautes, d'efforts répétés. Towns et Robinson peuvent vraiment embêter Embiid, mais Embiid, de son côté, peut mettre tout le monde en foul trouble dès le début, très vite. Et avec ça, va falloir réussir à arrêter Maxey. Je pense que c'est Bridges qui va devoir accomplir cette mission, mais faut s'en rendre compte, hein. Courir après Maxey pendant 40 minutes, c'est un vrai défi physique. Sachant qu'en plus, à côté de ça, j'aimerais bien que Michael puisse peser au moins un petit peu offensivement également. Si Bridges passe toute la série à défendre, Mike Brown perd une vraie arme. Hart peut mettre du physique, McBride de la pression, Anunoby apporte des certitudes, mais dans ce roster, je vois pas la solution parfaite pour défendre Maxey, sachant qu'en plus, on l'a dit, Edgecombe complique le problème. Il n'a pas le statut de Tyrese Maxey, mais il apporte lui aussi de la vitesse, de l'énergie, de l'explosivité en transition. S'il attaque les intervalles, il peut lui aussi faire très mal. Après, ce qui est rassurant pour les Knicks, c'est que les Sixers auront très probablement le même genre de casse-tête à gérer avec Jalen Brunson. Lui, on le connaît, il ne va pas paniquer, il sait sauver une attaque qui galère, il sait créer son tir, provoquer un contact, manipuler un défenseur avec son corps. Pour les Sixers, la question n'est pas juste qui va défendre sur Brunson, c'est comment tu le prives des situations qu'il affectionne le plus, où Bray George pourrait avoir un énorme chantier à réaliser face à lui. Et je pense que Nick Nurse va devoir pas mal faire fumer son cerveau s'il veut en tant soit peu le limiter. Il peut varier les corps face à lui, les défenseurs, envoyer des prises à deux, faire des presses tout-terrain, forcer Brunson à lâcher la balle tôt, mais c'est dangereux, parce que derrière, Towns est un bon passeur lui aussi, Anunoby et Bridges peuvent briller sur des cuts, Hart gratte des rebonds offensifs, si tu trappes mal Brunson, tu offres des tirs propres aux autres, si tu le laisses trop tranquille, il te bouffe. Sa présence oblige clairement Philadelphie à choisir entre 2 problèmes. Et pour moi, en plus de ça, il y aura un autre paramètre super important, l'ambiance. Et là, c'est pas un détail, on l'a déjà vu, les fans des Knicks peuvent envahir Philly, c'est qu'à 2 heures de route. Embiid l'a très mal vécu il y a 2 ans, et là, il a demandé aux fans des Sixers de ne surtout pas vendre leur place, en mode, si vous avez besoin d'argent, venez me voir. Ça fait sourire, mais ça dit quand même un truc. Dans le vestiaire, on sait que le sujet existe. À Philly, ils auront besoin d'une vraie salle à domicile et pas d'une annexe du Madison Square Garden. Et je pense qu'en sachant ça, va y avoir une de ces ambiances dans cette série, ça fait saliver d'avance. Il peut y avoir des matchs qui vont devenir complètement irrespirables et ça me hype de fou. Sur le papier, bien sûr, c'est une demi-finale de conférence, mais avec les Celtics éliminés, là, ça rabat toutes les cartes. Je pense que l'équipe qui remportera cette série peut ensuite se créer un vrai chemin vers les finales NBA. Maintenant, je dis pas non plus que l'autre moitié du tableau de la conférence Est est complètement à oublier, il y a quand même des équipes sérieuses, solides, avec du talent et de la défense. Puis c'est clair que si la série entre les Knicks et les Sixers est aussi intense que ce que je l'imagine, elle peut laisser beaucoup de traces ensuite sur les organismes. N'empêche, sans vouloir manquer de respect à personne, j'ai tout de même l'impression que l'équipe qui remportera cette série deviendra automatiquement l'équipe favorite de la conférence Est. Et pour Philadelphie, justement, c'est exactement ça qui rend ce moment aussi fou. Si au complet, les Sixers passent l'étape Knicks, ils deviennent directement l'équipe que plus personne ne veut affronter. Donc si je dois répondre franchement, oui, Philly peut rêver. Mais rêver, ça ne veut pas dire non plus déjà se voir en finale. Ça veut dire qu'ils ont gagné le droit d'y croire. Ils ont brisé la malédiction Boston, survécu à un Game 7 à l'extérieur, renversé un 3-1. Leur dynamique est excellente et l'Est n'a plus le même visage. Une fois que tu fais tomber les Celtics, tout paraît possible, tu peux te permettre tous les rêves. Mais voilà, possible, ça veut pas non plus dire probable, et je mentirais si je disais que je pensais que les Sixers avaient plus de chances que les Knicks de passer au prochain tour. New York est plus stable, plus profond, plus constant, et ils ont plus de garanties collectives. Philly c'est potentiellement très dangereux, mais c'est pas non plus hyper rassurant tant la base reste fragile. N'empêche que là, enfin, après toutes ces années décevantes, et ça fait plaisir, on peut enfin voir un petit peu d'espoir dans les yeux de la fanbase de Philly.
C'est pour ça que le symbole est magnifique. Cette saison, la ville célèbre les 25 ans de la finale 2001 avec le retour du maillot mythique noir d'Iverson. Et là, en playoff, il réalise un truc qui n'avait plus été fait depuis presque un demi-siècle. Les Sixers de 2001 et ceux de 2026 n'ont pas les mêmes qualités, c'est sûr, mais le lien existe, une identité, des guerriers, une ville qui se raccroche à cette équipe abîmée, imparfaite mais avec un cœur énorme. Maintenant, je vais pas non plus abuser en vous assurant qu'avec ce contexte, ça y est, tranquillement, les Sixers vont aller jusqu'en finale NBA. Y a rien d'écrit, mais je vais pas non plus vous dire que c'est impossible. La symbolique est réelle, les planètes semblent enfin un petit peu s'aligner, et les Sixers, sans pour autant être favoris, ont une vraie chance. Pas parce que tout roule, clairement pas, mais parce qu'ils ont du talent, une vraie dynamique et une conférence Est beaucoup plus ouverte que prévu. Si les corps tiennent, j'y crois, ce rêve a une petite chance de devenir réalité. Et franchement, je vous le dis directement, j'ai super hâte que cette série commence dès ce soir pour essayer d'imaginer un petit peu comment ça va se terminer. Mais maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous y croyez un petit peu, vous aussi, ou alors est-ce que je suis juste en train de complètement m'enflammer pour rien? Soyez francs, hein, n'hésitez pas, je suis prêt à tout entendre, et je le sens de toute façon, après cette victoire contre Boston, je suis euphorique, donc ça doit jouer aussi sur ma subjectivité. N'empêche que malgré ça, si cette vidéo bonus vous a plu, pensez à la booster s'il vous plaît, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, parce que je vous le garantis, la suite des playoffs va être dingue, et on va vivre tout ça ensemble. Donc ne manquez rien, appuyez sur ce bouton. Bon playoff à tous la team, je vous retrouve tout de suite dans la section commentaires.